La vérité si je m'en plus, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ. Pour ce nouvel épisode de La vérité si je m'en plus, nous donnons la parole à la jeune génération séfarade, incarnée aujourd'hui par Anna Assouline. Documentariste trentenaire, Anna Assouline brandit ses origines marocaines et algériennes fièrement et les a même placées au centre de son travail. Très liée au pays de naissance de son père, le Maroc, Anna Assouline revient d'un voyage hautement symbolique à Essaouira, où elle a organisé un rassemblement de femmes internationales et interreligieux, les guerrières de la paix. Son héritage juif en terre arabe nourrit l'engagement d'Anna Assouline de 1000 façons différentes et nous sommes très heureuses de l'accueillir dans La vérité si je m'en plus pour qu'elle nous le raconte. Bonjour Anna. Bonjour Myriam, bonjour Elisa. Bonjour. Alors je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette première question. Avez-vous toujours été fière d'être séfarade ? Alors je crois que oui. Je crois que ce soit mon identité séfarade et y compris mon identité juive, chez moi, ça a toujours été une revendication assez fière, assez positive. Enfin, ça a toujours été au centre un petit peu de tout ce que j'ai voulu porter. D'autant que j'ai grandi absolument pas dans un milieu communautaire. J'ai plutôt grandi avec des gens de toutes origines, dans un quartier populaire, métissé, etc. Et que donc cette origine séfarade, c'était aussi un pont, une connexion avec mes amis musulmans, avec toutes ces personnes en fait issues d'histoires d'exil. Donc oui, je crois que j'ai toujours été fière. Et Anna, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire séfarade ? C'est quoi votre histoire ? C'est quoi cette identité que vous avez portée donc, en France, à Paris ? Et comment elle vous a été transmise, notamment par votre père ? Alors donc oui, moi je fais partie de cette comme on l'appelle troisième génération de gens de séfarades en France. Enfin mon père est né au Maroc, ma mère est née en Algérie, mais bon la troisième génération a en tout cas avoir connu la France dans notre histoire. Cet héritage, il m'a été transmis de beaucoup de façons par ma famille à travers évidemment une culture, la musique, la nourriture, des expressions. Moi je me souviens par exemple mes grands-parents qui parlaient arabe quand ils voulaient pas qu'on comprenne. Donc en général, c'était soit quand ils se disputaient, soit pour les mots d'amour. C'était la langue de l'émotion, en fait, l'arabe dans ma famille. Mais alors après, comment nous, on s'est un petit peu approprié cet héritage et qu'est-ce qu'on en a fait ? C'est vrai que pour ma génération, par exemple, cette identité, elle est très peu connue. Moi, je sais que souvent, je fais partie d'une génération où une des premières questions qu'on te pose quand on te rencontre, c'est t'es de quelle origine ? Alors moi, je sais que très souvent, c'est tu t'appelles comment ? Et t'es de quelle origine ? Ça venait presque tout de suite. Et très souvent, à chaque fois, je me posais un petit peu la question de dans quel ordre dire les choses, comment les articuler. Quand je disais je suis d'origine juive, algérienne, marocaine, très souvent, on comprenait pas. On me disait mais attends, quel mélange. On comprenait pas que c'était une même identité. Quand je disais je suis d'origine, parce que on me demandait pas ma religion mais mon origine, et que je disais que j'étais juste d'origine marocaine et algérienne, très vite je sentais que ça nourrissait un malentendu. Donc c'était vraiment, en tout cas pour ma génération, c'est vrai que cette identité était assez peu connue. On n'avait pas tellement conscience en fait qu'il y avait des juifs au Maghreb qui faisaient partie de cette histoire-là. Et ça est devenu très vite aussi dans cette volonté de la revendiquer, de la raconter aux autres, de aussi faire connaître cette histoire-là qui nous permet d'ailleurs de nous réconcilier. Et alors, quels sont les clichés sur les séfarades que vous ne supportez pas ? C'est toujours un peu les mêmes. Hein. Ils parlent fort, ils sont vulgaires, ils se montrent. Je sais pas, il y a toujours cette idée. Franchement, moi, je les supporte pas, mais en même temps, sur les séfarades spécifiquement, je trouve qu'il y a toute cette idée un peu folklorique autour de ils en font trop, ils sont huileux, ils sont machin, qui dénote quand même d'un certain mépris qui est problématique. Après, c'est vrai que plus largement, moi, les clichés qui me heurtent sont les clichés qui touchent les juifs d'une manière générale et qui sont porteurs d'antisémitisme, le côté très sur les séfarades, évidemment, je trouve que c'est totalement caricatural, mais ça m'a plutôt souvent fait rire, j'avoue. Ça m'a jamais blessée profondément.
Et justement, alors, Les Guerrières de la Paix, est-ce que vous pouvez nous présenter le début de ce projet, qui est d'abord un documentaire et qui parle quand même du judaïsme, hein, puisque vous partez de là et c'est en Israël. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est devenu un engagement et le projet d'une association aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, en gros, pour vous faire un petit peu l'histoire, donc Les Guerrières de la Paix, c'est un documentaire qui raconte l'engagement de femmes palestiniennes et israéliennes dans un mouvement qui s'appelle Women Wage Peace, qui est un mouvement pour la paix en Israël. C'est un mouvement israélien. Aujourd'hui, d'ailleurs, à l'époque du tournage du film, c'était un mouvement qui rassemblait des femmes israéliennes et palestiniennes. Aujourd'hui, il y a deux mouvements. Un mouvement palestinien qui s'appelle Women of the Sun et un mouvement israélien qui s'appelle Women Wage Peace. Bon, ça, c'est pour être précise. Mais donc, en gros, voilà, il y a ce documentaire que j'ai réalisé sur ces femmes. Et ce documentaire, évidemment, il n'arrive pas par hasard. Il s'inscrit dans un engagement et dans un parcours de vie qui, de toute façon, a fait que j'ai toujours été particulièrement sensible à la question de la relation entre juifs et musulmans, aux tensions qui existent entre ces communautés, notamment souvent liées au conflit israélo-palestinien. Et donc moi, je fais partie d'une génération pour laquelle, juif et arabe est un antagonisme absolu, qui a vécu avec cette opposition dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment les ennemis irréconciliables, etc. Et donc ça a jalonné ma vie, ça a toujours été un peu un drame, d'ailleurs, je crois que c'est un peu le drame de ma vie. Et donc j'ai toujours voulu essayer de mettre en lumière des histoires qui nous rassemblent, des histoires qui nous rapprochent, qui nous mettent en dialogue, etc. Donc il y a eu ce documentaire qui a donné lieu à la création d'une association du même nom. Et cette fois, cette association est partie de femmes françaises, juives et musulmanes, du coup. Et c'est donc une association qui a surtout voulu prôner la possibilité d'un dialogue apaisé, tolérant au sein de l'antiracisme dans notre pays, de réconcilier la lutte contre le racisme et la lutte contre l'antisémitisme, portée par des femmes. Et donc, c'est long, hein, je suis désolée. On a tout le temps. On fait tout le fil. Et donc, cette association française qui s'est inspirée du coup du combat de ces femmes israéliennes et palestiniennes a souhaité continuer cette espèce de chaîne de solidarité internationale entre des combats de femmes du monde entier. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet événement donc le mois dernier. J'en suis encore pas complètement redescendue puisque c'était particulièrement magique à Essaouira, qui a donc rassemblé des femmes du monde entier. Et ça a beaucoup de sens, si vous voulez, parce que ça boucle un petit peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure sur comment finalement notre identité est liée à nos engagements, est liée à nos combats, etc. Là, se retrouver à Essaouira, dans ce lieu hautement symbolique, parce que il se passe au Maroc depuis quelques années déjà. Ça a commencé en 2011 au moment de la nouvelle constitution, où je vous interromps 2 minutes parce qu'on va reparler plus longuement d'Essaouira. D'accord. Mais j'ai une question qui me brûle parce que je suis aussi très intéressée par le sujet des femmes et je me demandais quel était le lien en fait entre justement votre engagement sur ces questions-là et votre engagement pour les femmes. Alors, pour moi, ça a été... je l'ai pas tellement verbalisé de manière très politique, c'est-à-dire que ça a été très instinctif. Pour moi, quand j'ai commencé à suivre, par exemple, le parcours de ces femmes israéliennes et palestiniennes, et notamment le fait d'imbriquer la réalisation et donc les récits de vie, d'intime dans l'engagement politique, c'est une manière, en fait, de mettre l'intime au centre, finalement, de nos engagements et du politique. Moi, je crois qu'il n'y a pas plus universel que l'intime et que c'est à travers l'intime qu'on va réussir à recréer du lien. C'est comme ça qu'on va réussir à de nouveau se parler, à ne plus être chacun dans des trucs de sémantique, de concepts sociologiques qui s'opposent, etc., mais qu'on va réussir à réellement de nouveau nous écouter. Et je crois que pour ça, les femmes qui ont, selon moi, cet ancrage dans la vie, dans le réel, dans le concret de la vie, sont peut-être les meilleures messagères. Voilà. C'est ce que je crois, c'est une réponse. Je sais qu'il y en a plein de différentes, mais en tout cas, c'est la mienne. Et justement, donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui s'est passé à Essaouira, cette chaîne de femmes que vous avez faite là-bas pour la journée de la femme, je crois que c'était ? Exactement. C'était les 7 et 8 mars dernier. Et donc, on a rassemblé à Essaouira des femmes du monde entier. Donc, il y avait parmi elles des Palestiniennes, des Israéliennes, des Libériennes, des Afghanes, une femme iranienne. Enfin, bref... Il y avait des femmes de différents pays. Enfin, c'était plus quand même, parce que le monde entier, ça veut tout et rien dire. On était plus sur des femmes donc, de la région Afrique, Moyen-Orient, etc. Et donc, l'idée, c'était que ces femmes interpellent ensemble le monde, les dirigeants du monde, pour appeler à la paix, à la justice et l'égalité.
Et c'était, voilà, toute la force, quand je vous disais, j'en suis pas encore redescendue, c'était magique, c'est qu'en fait, bon, il y a des initiatives, heureusement, partout, ça existe, des rassemblements, des forums, etc., des conférences. Mais là, je crois qu'effectivement, il y a eu ce moment un petit peu suspendu de sincérité incroyable entre toutes ces femmes qui, à la fois, n'étaient absolument pas dans l'angélisme, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un truc de bisounours, oui, la paix, machin. On nommait les choses, les mots étaient parfois durs, voilà, mais il y avait cette sincérité, cet ancrage, vraiment, je reviens sur ce mot, mais cet ancrage dans le réel, dans la vie, dans le concret. Quand ces femmes parlaient, elles parlaient à la fois, évidemment, de la situation de leur pays, mais elles parlaient d'elles, de leur vécu, c'était incarné, c'était fort. Et ça a permis un moment de partage qui a été absolument extraordinaire et qui a empli d'espoir, je crois, toutes les personnes qui ont été présentes. Et pourquoi ça s'est fait au Maroc ? Est-ce que c'était important que ça soit le Maroc ? Vous parliez notamment de la Constitution de 2011. Qu'est-ce que le Maroc représente dans cette action, en tout cas ? Alors, le Maroc, donc déjà, évidemment, j'ai ce rapport affectif avec ce pays, qui est mon pays d'origine et auquel je suis énormément attachée. Mais en plus de ça, il se trouve qu'aujourd'hui, vraiment, ce qui se passe au Maroc, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois qu'il faudrait que plus de gens soient au courant, parce que ça nous dégage un petit peu l'horizon qui, franchement, en ce moment, est pas vraiment glorieux dans le monde. Et là, en gros, depuis, alors il y a eu plusieurs étapes. Un des premiers symboles très forts qui a été envoyé, ça a été au moment de la Constitution de 2011, où, en préambule de la Constitution, le préambule qui définit l'identité marocaine plurielle et mentionne ses racines hébraïques, andalouses, berbères, etc. Je crois que c'est unique dans un pays arabo-musulman. Il me semble que c'est unique au monde. Et ça s'est suivi d'une volonté de la part du pays de, par exemple, restaurer tous les lieux de culte juifs, de les inscrire au patrimoine culturel du pays. Il y a eu tout un tas de choses qui ont été mises en place au Maroc. Et là, plus récemment, ce qui s'est passé très concrètement, c'est la normalisation des rapports avec Israël, qui, quelles que soient les analyses politiques, le cynisme de certains sur les intérêts économiques, etc., au-delà de ça, ce que concrètement, en fait, ça a produit dans la vie des gens, c'est que des milliers de juifs marocains qui n'avaient pas remis les pieds dans leur pays d'origine reviennent. Et ça, c'est palpable, hein, c'est pas du déclaratif, c'est-à-dire qu'on arrive à l'aéroport, on voit des gens parler hébreu, des kippas, on se balade dans les médinas, c'est pareil, on entend... Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent de manière concrète. Et c'est bouleversant. Et donc, Essaouira, c'est un petit peu le lieu qui incarne le plus fortement cette histoire-là, puisque notamment avec Baït Dakira, ce lieu qui veut dire donc la maison de la mémoire et qui raconte l'histoire commune des Juifs et des musulmans au Maroc, qui est devenu un petit peu le centre emblématique de la réconciliation et du dialogue entre ces deux communautés. Voilà, donc pour toutes ces raisons, Essaouira, ça avait beaucoup de sens, ça résonnait avec toute l'histoire et tous les engagements des guerrières de la paix, donc on était très heureuses et en effet, ça a fait sens. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, on se posait aussi la question pour des femmes libériennes, iraniennes, afghanes, est-ce que finalement, il va y avoir une résonance sur cette histoire de juifs musulmans qui est quand même assez... Et finalement, on s'est rendu compte que dans l'imaginaire collectif, pour le monde entier, finalement, il y a cette histoire-là cristallisée, énormément de passion, de fantasmes, de projections, et que ça faisait sens pour tout le monde de partir de là pour ouvrir vers un message beaucoup plus universel. C'est très beau, et d'ailleurs, ça aurait peut-être pas eu le même impact si ça avait été fait en France, cette chaîne de femmes. Non, c'est sûr que là, je crois qu'il y a eu quelque chose de magique à Essaouira, qu'il y a eu une résonance avec ce qui se passe au Maroc actuellement, etc., qui a été particulière. Après, la vocation de ce forum, c'est de voyager, d'avoir, d'aller dans différents pays, etc. Il y aura sûrement des choses en France, mais en tout cas que la naissance de ce forum ait eu lieu là-bas et que ça reste, comme quelque chose de posé, comme acte. C'est né à cet endroit-là. C'était important pour nous. Et je crois que c'était important pour vous que ce soit au Maroc. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur votre histoire familiale et vos liens personnels avec ce pays. Vous n'avez pas attendu la normalisation des relations avec Israël pour y aller. Je crois que vous y allez souvent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est pas si fréquent, en fait, les Juifs qui vont souvent au Maroc depuis qu'ils sont petits. Oui, c'est vrai. J'ai évidemment, comme beaucoup de gens, il y a les vacances où on y allait quand même... Pas très souvent, mais quand même assez régulièrement quand on était tout petit. Ensuite, à l'adolescence, c'est vrai que je suis allée beaucoup plus souvent en Israël pendant plusieurs années.
Et il y a eu, d'ailleurs, c'était concomitant en fait de la Constitution, même si c'était absolument pas volontaire, mais voilà, il y a eu un bon alignement de planètes en tout cas, qui a fait que moi, quand j'étais étudiante en journalisme, j'avais la possibilité de faire un échange de 6 mois dans une école. Bon, à l'époque, tout le monde choisissait Dublin, Madrid, enfin bref. Et moi, j'avais choisi Casablanca. Tout le monde s'était dit, mais quelle drôle d'idée. On va tous faire la fête dans des capitales européennes et tout. Et donc voilà, j'avais choisi Casablanca. J'y ai donc passé 6 mois merveilleux, où j'ai rencontré des gens extraordinaires, où j'ai passé des moments super. Et ça a été un petit peu le premier pas. Enfin, j'ai vécu toute seule là-bas pendant 6 mois. C'est notamment, donc, il se trouve que à ce moment-là, il y a eu cette constitution c'était un petit peu avant, et que dans la foulée, il y avait eu cette histoire, donc comme je vous en parlais, de restauration des lieux de culte. Moi, j'étais dans une radio à l'époque, puisqu'on est à la radio. J'étais stagiaire dans une radio, et à un moment donné, une des personnes qui travaille à la radio vient nous voir dans la rédac en nous disant, bon, il faut aller couvrir la rénovation de la synagogue de Fès. Moi, ma grand-mère, en plus, était fassie, donc d'origine, donc voilà, ça avait du sens. Qui veut y aller? Et tout le monde était un petit peu là. Oh non, j'ai la flemme, c'est loin, machin, j'ai mes gosses. Enfin bref, donc moi, j'ai levé timidement la main. Et puis, je me suis retrouvée, du coup, envoyée pour la radio à couvrir cet événement qui était bouleversant. Et ce qui était très fort d'ailleurs, c'est qu'en fait, cette synagogue avait été complètement laissée à l'abandon, puisque tous les fidèles avaient quitté. Il y avait plus de juifs dans le Mela depuis des années, donc plus personne n'allait dans cette synagogue. Et il y avait des photos, c'était rigolo, puisque du coup, les personnes, les habitants de la Médina et du Mela avaient investi les lieux. C'était devenu successivement, au début, un atelier de confection de tapis. Donc, il y avait des images, on voyait tous les trucs, bref. Et ensuite, une salle d'entraînement de boxe, avec un ring de boxe au milieu de la synagogue. Enfin, c'était vraiment rigolo de voir ces images. En revanche, ce qui est assez fou et très, très touchant, c'est que les personnes donc, avaient investi les lieux, mais n'avaient strictement rien touché. C'est-à-dire que chaque livre, les rouleaux de la Torah, les cadres qui étaient accrochés sur les murs, il n'y avait rien qui avait été ni dégradé, ni déplacé. Comme, on va vivre dans cet endroit, mais il y a quand même un respect, une forme de... Voilà, qui était assez touchante. Vous avez ressenti quoi, du coup, d'être dans cette synagogue abandonnée à Fès ? Ça m'a bouleversée. J'étais complètement... Puis il y avait les derniers des Mohicans, des juifs, des représentants communautaires juifs qui étaient là, tous bouleversés, tous émus. C'était un moment très fort. J'étais très fière aussi. Je me souviens... je me disais... c'était... J'ai du mal à mettre des mots, mais je me rappelle que c'était un moment très fort. Ouais. J'imagine que c'était une façon aussi de garder le fil avec l'histoire familiale. Tout à fait, bien sûr. Il y a toujours eu de toute façon chez moi cette volonté de garder le fil et sur l'affirmation de ma judéité et sur c'était imbriqué, si vous voulez. Il y a à la fois la volonté, moi je me rappelle quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire ma bat mitzvah, ils avaient ouvert des grands yeux, enfin ils se disaient ah bon tiens ok. Mais ça venait beaucoup de nous, cette espèce de volonté de renouer avec tout ça, même s'ils nous ont transmis beaucoup de choses, hein. Ça a toujours été important, notre culture, nos traditions, etc. Mais et puis pareil avec le Maroc, je crois qu'il y a eu cette volonté. Donc ça a commencé avec mes études dont je viens de vous parler, mais par exemple je me suis mariée à Marrakech et oui. C'était hyper. C'est venu presque très vite comme une évidence. J'ai proposé à mon mari, je lui ai dit marions-nous ici, ce serait génial. Bon, il se trouve qu'il m'a demandé en mariage là-bas aussi, donc voilà tout a. Mais on s'est mariés à Marrakech, dans une synagogue là-bas. Enfin, on a fait toutes les démarches avec un rabbin d'une synagogue là-bas, mais on avait fait une choupa en extérieur, bref. Et donc j'avais fait notamment le mikvé, dans le vieux mikvé de la synagogue. Enfin, c'était très fort. Et donc il y a la recherche d'un ancrage, en tout cas d'un retour sur ces racines-là, ou qui vous sont familières finalement. Il y a une familiarité quand vous êtes là-bas au Maroc. Oui, il y a une très grande familiarité, c'est ce que je disais, on en parlait avec une amie récemment et on parlait notamment de ce qu'on avait pu ressentir pendant des années en allant en Israël et ce que je ressens depuis quelques années en allant au Maroc. C'est vrai que moi je me rappelle les premières fois adolescente par exemple où j'allais en Israël, dans donc le seul pays juif du monde où on se dit que tous les gens autour de nous ont les mêmes, enfin plus ou moins les mêmes pratiques, les mêmes croyances, etc. Donc on est traversé par quelque chose d'assez fort quand on va en Israël pour la première fois et que donc on a cette expérience de minorité, parfois même de solitude et que d'un coup on se retrouve enveloppé dans ce pays. Donc c'est vrai que moi ça c'était quelque chose que je ressentais très très fortement les premières fois où je suis allée en Israël.
Et depuis quelques années, je sais pas, de toute façon, je crois que c'est mouvant, hein, nos rapports à nos identités, ça passe par des phases, etc. Mais là, moi, ce que je ressens quand j'arrive au Maroc, c'est extrêmement puissant aussi. C'est pas exactement la même chose, mais il y a quand même quelque chose, et c'est presque d'ailleurs par rapport à l'ambiance, à la façon dont je me sens, même physiquement. Enfin, ça, j'en parlais avec mon père la dernière fois, et on disait presque la même chose, alors que lui a vécu là-bas, a grandi là-bas, et il y a vraiment quelque chose de presque physiologique, c'est-à-dire que moi, quand je vais au Maroc, je me sens mieux, je dors mieux la nuit, j'ai une meilleure peau, des plus beaux cheveux, enfin, j'en sais rien. Je me sens, enfin, il y a quelque chose vraiment, littéralement, j'ai l'impression que c'est là que je devrais être, en fait. Il y a vraiment un alignement qui se produit, qui est fort et que je ressens de plus en plus avec les années. Alors, vous nous avez parlé d'un morceau qui vous connectait particulièrement avec le Maroc. On va faire une petite pause musicale, on va l'écouter. Est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi ce morceau ? Quand vous m'avez posé cette question d'un morceau, je pense que souvent on recherche un petit peu dans notre histoire familiale, une musique un peu nostalgique qui nous fait penser soit à nos grands-parents, soit à quelque chose d'un peu... Alors que là, non, je vous ai choisi un morceau qui est très récent, qu'on a beaucoup entendu, notamment au moment où l'équipe du Maroc, les Lions de l'Atlas, ont été en finale de la Coupe du Monde, que tout le monde a chanté, notamment les joueurs de l'équipe du Maroc. Et parce que justement, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que je crois que ma marocanité, elle est pas seulement dans un rapport de nostalgie, de contemplation d'un passé perdu, fantasmé ou occulté, enfin voilà. Elle est vraiment dans un ancrage actuel et elle est vraiment tournée vers l'avenir. Et donc voilà, donc cette musique, c'est la musique que j'écoute en soirée avec mes potes. On danse dessus, on s'éclate dessus et voilà. On donne le titre, on donne le titre du morceau. C'est moi qui donne le titre ? Ouais. Ouais, alors le titre, je le prononce sûrement mal. Ne me charriez pas, ceux qui parlent bien, mais c'est Ghazali. كل يوم تزيدي تزياني بابا 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 زينك ما شفت بحاله كل يوم تزيدي تزياني قلبي يا زلمة قولي لي غير كلمة راني نسيت راسي عيني يشوفوا في السما قلبي يا زلمة قولي لي غير كلمة راني نسيت راسي عيني يشوفوا في السما J'ai trop d'amour à partager, car c'est toi la femme que je vais marier. Je donnerai tout ce que j'ai sur moi, tiens prends mon amour, tu la mérites. Je t'emmène en Afrique ou l'Amérique, car t'es mon bébé ma habiba. Et je t'aimerai toute ma vie, Dieu merci ma famille t'a validé. Choufefia, Koulilia, Choufefia, Koulilia. Qalbi ya zalama, Koulili كلمة راني نسيت راسي عيني يشوفوا في السما قلبي يا زلمة قولي لي غير كلمة راني نسيت راسي عيني يشوفوا في السما ويا ويا ناري ويا ويا زالي ويا ويا ناري ويا ويا زالي ويا ويا ناري ويا ويا زالي ويا ويا. On
on est de retour, donc c'était très sympa ce petit moment musical. Et justement, on a envie de parler d'autre chose, c'est de votre film À notre tour. Je veux bien que vous présentiez ce film, qu'est-ce que c'est, et surtout qu'on parle en fait de cet intérêt que vous avez, dont vous avez déjà parlé, pour le dialogue entre les Juifs et les Arabes en fait. Est-ce que vous avez vécu cette tension en France dans votre jeunesse ? Pourquoi avoir fait ce documentaire et qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui ? Alors donc pour vous dire en quelques mots ce qu'est ce documentaire, en gros il y a 3-4 ans maintenant, un groupe de jeunes, ça a été initié par l'association SOS Racisme, c'est un projet qui a été initié par 2 jeunes, donc à l'origine Marwan et Dan, qui faisaient partie de cette association et qui ont décidé de mener un projet qui s'appelait le projet Salam Shalom Salut, pour aller un petit peu partout en France, créer des espaces de dialogue avec des jeunes sur la question du racisme et de l'antisémitisme à travers le prisme de la relation entre juifs et arabes. Eux d'ailleurs, ils avaient choisi de dire juifs et arabes. Aujourd'hui, souvent, ça crée des débats, juifs et musulmans, pourquoi... Enfin bref. Mais en tout cas, eux avaient fait ce choix sémantique parce qu'ils voulaient justement s'extraire de l'interreligieux pour être plutôt dans une approche de deux peuples qui peuvent avoir des degrés de religiosité différentes, mais qui s'abordent comme ça. Donc, ils ont fait ce tour de France où ils sont allés dans les collèges, dans les lycées, dans les centres de quartier, partout, débattre avec des jeunes de leur âge ou parfois un peu plus jeunes de toutes ces questions. Et c'était vraiment un dialogue à cœur ouvert, très sincère, très spontané, parfois d'ailleurs un peu quand on voit le film, il y a des choses il y a des paroles qui peuvent être dites qui peuvent nous ébranler parce qu'il n'y a pas de filtre, c'est vraiment des jeunes qui disent les choses comme ils le pensent et donc ils ont réussi à la fois regarder en face la réalité qui parfois est un peu évidemment inquiétante à certains égards, tout en étant dans une démarche de réconciliation, de réparation et donc d'espoir. Et c'est donc ce documentaire raconte donc cette histoire-là, cette histoire de rencontre, d'échange, et c'est aussi une occasion de faire un état des lieux à travers la parole de la jeunesse du racisme et de l'antisémitisme dans notre pays. Et vous, alors, est-ce que vous l'avez ressenti, cette tension juif, arabe, juif, musulman dans votre enfance ou en grandissant à Paris ? Vous en avez parlé avant. C'était important de vous engager sur ces... Vous en avez fait un engagement, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je pense que d'ailleurs, c'est pas par hasard si je me suis retrouvée, évidemment, à les suivre dans ce tour et à faire ce documentaire. Et même avant, s'être intéressée à ces femmes palestiniennes et israéliennes, il y a toujours eu... Donc, comme je le disais, moi, j'ai grandi donc dans le 20e arrondissement de Paris. J'ai absolument pas évolué dans un milieu communautaire. J'ai toujours, été... j'ai souvent, d'ailleurs, été un petit peu la seule juive de mon groupe de potes. J'ai toujours eu un peu cette place d'être la juive qu'on charriait, mais toujours assez... Enfin, il y avait quand même quelque chose d'assez amical, puisqu'en fait, on était quand même ensemble, à la différence des générations aujourd'hui qui ne se connaissent plus. Moi, j'étais certes la seule, mais j'étais là. Et du coup, j'existais et j'étais une manière aussi de ne pas laisser derrière le mot juif seulement un fantasme désincarné à travers des médias ou autres. Et donc, évidemment, toutes ces tensions ont jalonné ma vie. J'ai grandi dans les années, donc je suis née en 90, donc les années 2000, les tensions qu'il y a eu, les attentats, les répercussions du conflit israélo-palestinien qui ont fait beaucoup de dégâts pour ma génération dans les relations entre juifs et musulmans. La période Dieudonné qui a été un séisme, moi je sais que pour ma génération, moi je le place presque au même niveau que les attentats en termes de traumatisme. La période Dieudonné a été un espèce de, ça a été un vrai moment de bascule quoi dans les relations qu'on a pu avoir. Pourquoi ? C'est un moment où d'un coup il y avait je sais pas, un monde qui s'effondrait, où on prenait conscience pour la première fois en fait. Je crois que ça a été, il y avait déjà eu évidemment d'autres éléments, mais en tout cas, moi, de mon regard d'adolescente, puisqu'à l'époque, j'étais jeune, c'était vraiment la première fois que les lignes, je réalisais qu'en fait, il n'y avait plus comme avant cette idée, certes déjà un peu caricaturale, mais réconfortante, qu'il y avait d'un côté les fachos, de l'autre les antiracistes, et que dans le camp antiraciste, on était ensemble et qu'on ne pouvait pas supporter le racisme, l'antisémitisme, voilà. Là, d'un coup, on se rendait compte qu'en fait, quelqu'un pouvait être ouvertement antisémite et être soutenu par toute une partie de gens qui, par ailleurs, se revendiquaient de l'antiracisme. Et pour moi, forcément, ça a été un drame parce que, se battre contre des ennemis objectifs, on peut le faire et on se sent fort d'ailleurs quand on est avec tous nos camarades de combat. Quand d'un coup, du camp qu'on considérait être le nôtre, on voit une forme soit de complaisance, soit
soit de désintérêt ou d'abandon sur ces questions, d'un coup, il y a quelque chose qui s'effondre vraiment, quoi. Et Dieudonné, ça a révélé ça de manière très, très forte. En plus d'avoir joué sur des choses qui, pour ma génération, ont été catastrophiques, à savoir la concurrence mémorielle, la concurrence des souffrances, qui a fait énormément de dégâts, qu'on paye encore, je crois. Je pense que cette période a été très violente. Et donc voilà, il y a eu les attentats, Dieudonné, la montée de l'extrême droite, la première fois que le Front National Front National de l'époque, se retrouve au second tour. Enfin bon, on a vécu tout ça. Et effectivement, les deux communautés qui ont toujours été un petit peu au cœur des crispations, des antagonismes, et qui, selon moi d'ailleurs, sont très finalement symptomatiques de notre société française, parce qu'elles se retrouvent un peu toujours au centre finalement de tout ce qui agite notre société. Régulièrement, quand il y a un sujet de société, la question des juifs et des musulmans se retrouve d'une manière ou d'une autre instrumentalisée. Enfin, il y a vraiment un sujet là-dessus. Et donc voilà, tout ça a fait que, je suis désolée, je suis un peu longue, mais que forcément cette question a toujours été centrale pour moi, a toujours été particulièrement et intime et politique, et donc voilà. C'est un peu la question que je me pose quand je vois notre combat, et puis moi je suis aussi juif séfarade, donc c'est des choses qui me parlent, mais la question du juif et arabe, quand on est séfarade, est-ce qu'on n'a pas une voix particulière à prendre sur ces questions d'identité juive et arabe, quoi, à la fois? Est-ce qu'on est des juifs arabes? Enfin, il y a toutes ces questions qui nous jalonnent quand on vient du Maroc, de Tunisie, d'Algérie. Finalement, il y a une forme d'arabité aussi dans notre héritage, et donc dans cet antagonisme qu'on ressent dans ces tensions, on ne sait pas forcément nous où se placer en tant que juifs séfarades. Bah oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'effectivement, les juifs séfarades ont un rôle à jouer peut-être pour créer des ponts et pour... Enfin voilà. Et d'ailleurs, il y a des gens qui analysent parfois la situation en Israël en disant que si plus tôt, dans la construction de ce pays, il y avait eu des séfarades à des postes politiques, les choses se seraient peut-être passées un petit peu différemment avec les Palestiniens. C'est ce que... Enfin voilà, ça c'est une analyse qu'on peut entendre parfois. Mais en tout cas, je pense, oui, effectivement, qu'il y a dans cette identité aussi la promesse d'une réconciliation possible. Moi, quand on me pose la question de est-ce que tu es juive arabe, si on me pose la question sur ce que ça veut dire politiquement, je réponds un grand oui. C'est-à-dire que j'ai une volonté politique d'affirmer que cette identité, ces deux composantes de mon identité qu'on m'a toujours présentées comme des antagonismes, et fait en fait partie d'une même identité qui peut évidemment se conjuguer. Donc ça, oui. En revanche, après, si on est dans une... vraiment, on essaye d'être le plus précis sur les origines, etc., l'histoire. Moi, je suis une juive berbère. Je suis pas une juive arabe. Mon nom de famille, c'est de l'Amazir, à Souline, d'ailleurs. Ça veut dire le fils du rocher en amazir. Donc, je sais que je descends de berbères, comme une grande partie d'ailleurs des gens qui vivent au Maghreb. Donc voilà, si j'étais très précise sur la sémantique, je dirais que je suis plus une juive berbère qu'une juive arabe, mais sur ce que ça veut dire politiquement aujourd'hui de l'affirmer, y compris pour ma génération qui a un réel désir de cette affirmation-là, je pense qu'on voit d'ailleurs, c'est vraiment générationnel la façon de se définir, j'ai l'impression, enfin voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, pour incarner cette voix générationnelle et qui est très agitée par ces questions. Il se passe pas mal de choses en ce moment en France autour du renouveau de l'héritage séfarade. Est-ce que vous avez l'impression d'être une voix de cette fameuse 3e génération, même si techniquement vous êtes de la 2e génération, puisque votre père est né au Maroc, mais vous voyez l'idée? Je sais pas très bien ce que ça veut dire être une voix. Je pense qu'il y a beaucoup de voix aujourd'hui qui s'élèvent, et heureusement, dont les vôtres d'ailleurs, et ce podcast en est la preuve. Il y a effectivement, en tout cas moi, je regarde avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme ce qui se passe pour nos générations. Bon, on n'a pas exactement toutes le même âge, mais en gros, il y a quand même une relève de plein de mouvements, notamment de mouvements féministes, antiracistes, de juifs de gauche, qui sont à la fois dans une... En fait, on a longtemps eu, par exemple, je parle pour la gauche, puisque c'est la famille politique à laquelle je m'identifie, on a souvent eu soit des juifs très radicaux, enfin de gauche très radicales, mais qui du coup mettaient un petit peu en sourdine parfois leurs identités, enfin en tout cas leur judéité. Et là, aujourd'hui, on a vraiment cette nouvelle génération qui ne veut rien retrancher de son identité juive, qui veut l'affirmer avec fierté, avec force, tout en revendiquant à la fois aussi toutes les valeurs et tous les combats qu'ils ont envie de défendre. Et dans cette affirmation de cette identité juive, il y a aussi
cette affirmation de l'identité pour les séfarades, pour les ashkénazes, j'imagine aussi. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'affirmer aussi nos origines. Et ça rencontre, je crois, pour notre génération, un phénomène avec tous les mouvements décoloniaux, toutes ces volontés de ne plus rien retrancher de ce qu'on est, en fait, et pas de l'affirmer contre les autres, mais de l'affirmer avec les autres, parce que je pense que plus on est au clair avec tout ce qu'on est, et plus on peut se connecter avec les autres. Oui, d'ailleurs, j'en viens à cette question. Vous faites de votre judaïsme, d'ailleurs, un engagement. Vous affirmez, vous l'avez dit plusieurs fois, depuis que vous êtes jeune, il y avait cette volonté d'affirmer, et aujourd'hui, vous êtes à l'aise avec le fait de faire de votre judaïsme un engagement, un de vos engagements, en tout cas, politiques. Oui, je l'avais jamais verbalisé comme ça, mais je trouve ça, effectivement, je pense que je me disais la dernière fois, il y a des gens qui disent, par exemple, mon engagement. Donc là, on parle d'engagement. Moi, c'est plutôt, quand je le dis, c'est plutôt mon engagement à gauche ou mon engagement antiraciste. Qui disait je suis antiraciste même si je suis juif. Je disais non, en fait moi je suis antiraciste et je suis engagée parce que je suis juive, et ça a toujours été comme ça que je l'ai ressenti, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas non seulement je suis ça et ça ne doit pas être antinomique, c'est que c'est ce qui nourrit, je crois, une grande partie de mes engagements, cette idée, cette volonté. Maintenant, c'est devenu un petit peu quelque chose qu'on a beaucoup entendu, qui a été beaucoup utilisé, etc. Mais moi, je sais que cette histoire de réparation du monde, de rapport à l'autre, de rapport à l'altérité, pour moi, est au fondement même de ce qui me fait me sentir de manière très forte et vibrante, juive. Donc, voilà. Alors, on a vu d'où vous venez cet héritage, comment ça avait été transmis par vos parents et notamment votre père pour le Maroc. Qu'est-ce que vous pensez transmettre à votre tour de cet héritage ? Waouh. Et je sais pas. Il se trouve que en plus je suis une jeune maman, donc je suis en plein dans ces questionnements de ma responsabilité, de ce que je dois transmettre, de comment je vais transmettre, c'est ce que je vais bien savoir transmettre. Je pense que je vais faire de manière assez instinctive. J'ai envie. Mes enfants sont déjà allés 3 fois au Maroc. Ils ont 4 et 2 ans. Et voilà, ils connaissent bien le Maroc. Quand on parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde, mais ça aussi, c'était un moment, et je pense qu'on l'a tous vu sur les réseaux sociaux et ailleurs, tous les juifs marocains étaient avec les maillots de l'équipe nationale marocaine, à être comme des fous derrière l'équipe. Moi, j'ai mis des maillots à mes enfants, ils se baladaient avec des petits drapeaux. Enfin, c'était ça pareil. Je pense qu'il y a quelques années, pour nos parents, moi, je vois mon père qui a toujours été pourtant très, très attaché au Maroc. Quand il y a eu France-Maroc et qu'il y avait la moitié de la famille avec des drapeaux de la France et l'autre avec des drapeaux du Maroc, il s'est dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Et à la fois, il était hyper ému, en fait. Il était hyper ému de voir ça. Et je pense que je sais pas, j'ai pas de réponse encore. Ça va être en construction. Je vais essayer de leur transmettre. En tout cas, je vais essayer de leur transmettre quelque chose de joyeux. J'aimerais qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont. Et j'espère que, parce que je souhaite qu'ils grandissent en France et je souhaite qu'ils grandissent avec tout le monde, et j'ai pas l'intention de les mettre dans des écoles juives, etc. Donc j'espère qu'ils auront jamais à vivre, ils auront forcément à le vivre, mais voilà, je nourris cet espoir un peu utopique qu'ils le vivront de manière positive et joyeuse. Merci beaucoup Anna Assouline d'être venue nous voir. Votre film Les Guerrières de la Paix est disponible sur YouTube, et pour assister à une projection de votre documentaire à notre tour, le mieux est de vous suivre sur votre Instagram pour avoir toutes les infos que vous partagez régulièrement. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous, je suis trop contente d'avoir pu échanger avec vous. Je le rappelle, La Vérité si je m'en plus est un podcast réalisé et produit par Milim, Delisa Azegui-Burlac et Myriam Levin en partenariat avec RCJ Studio. Musique du générique, Sarah Pérez alias Charou.